Ceci est la série la plus sombre que vous ne verrez jamais sur le désir féminin, car tout ce que vous pensez savoir sur l'amour, l'obsession et la psyché des femmes est un mensonge soigneusement entretenu. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des vérités brutales que Dostoïevski a dissimulées dans ses romans. Non pas pour les cacher, mais pour ceux qui osent de vraiment regarder au fond de l'abîme. Ces vérités expliquent pourquoi les hommes souffrent en amour, pourquoi les femmes détruisent ce qu'elles désirent le plus, et pourquoi les histoires d'amour les plus tragiques ne sont pas des accidents du destin, mais des fatalités construites brique par brique, émotion après émotion. À la fin, vous ne comprendrez pas simplement le désir féminin, vous le verrez pour ce qu'il est réellement, une force puissante, incontrôlable et parfois dangereuse. Et ce savoir changera à jamais votre manière d'aimer. Il existe une histoire que Dostoïevski n'a jamais mise sur papier, mais qu'il a vécue dans sa chair. En 1854, alors qu'il est exilé en Sibérie, il rencontre une femme nommée Maria Dmitrievna. Belle, mariée, distante, elle ne montre aucun intérêt pour lui. C'est précisément cette indifférence qui le pousse à l'obsession. Il la désire parce qu'elle ne le veut pas. Pendant des années, il se tord dans une souffrance silencieuse, lui écrivant des lettres empreintes de désespoir, tandis qu'elle se divertit de son adoration. Et quand elle devient veuve, elle accepte finalement de l'épouser, non par amour, mais parce qu'elle a besoin de sécurité, d'un foyer. Leur mariage est un supplice. Elle le méprise, le trahit, l'épuise, l'humilie. Et pourtant, dans ses lettres, Dostoïevski qualifie ces années de « souffrance exquise », comme si l'intensité de la douleur rendait l'amour plus réel, plus profond, plus pur. Comme si souffrir, c'était aimer vraiment. Voici la première loi du désir féminin. Ce qui est hors de portée devient sacré. L'inaccessible est sanctifié, et celui qui tente de l'atteindre est réduit en cendres. Dostoïevski ne s'est pas contenté d'écrire cette vérité. Il l'a encodée dans toutes ses héroïnes tragiques. Nastasia Philippovna dans L'idiot est une femme dévorée par un dégoût d'elle-même si profond qu'elle saccage chaque homme qui l'aime. L'un devient meurtrier, l'autre sombre dans la folie. Grouchenka, dans Les Frères Karamazov, manipule un père et un fils, non pas parce qu'elle veut l'un ou l'autre, mais parce que leur rivalité la fait se sentir vivante, désirée, maîtresse du jeu. Ces femmes ne cherchent pas l'amour, elles cherchent à être adorées, et dès que l'adoration est acquise, l'homme devient inutile, un objet de dégoût ou d'ennui. Ces archétypes ne sont pas de simples inventions romanesques. L'histoire les a vus vivre en chair et en os. Cora Pearl, courtisane du XIXe siècle, a vidé les coffres d'aristocrates non pour l'argent, mais pour le plaisir cruel de les voir ramper. La marquise de Merteuil, prototype réel autant que fictif, écrivait « Je n'ai jamais aimé suffisamment quelqu'un pour l'épargner. » Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est le reflet exacerbé d'un système où le pouvoir émotionnel devient la seule arme dans un monde qui les a privés de tout autre. Les études modernes confirment ce que Dostoïevski pressentait depuis le XIXe siècle. Une publication de 2017 dans Personality and Individual Differences révèle que les femmes évaluent les hommes comme plus attirants lorsqu'elles savent que d'autres femmes les convoitent. Mais lorsque cet homme est conquis, lorsque l'objet de désir devient un objet possédé, l'intérêt chute brutalement. Ce n'est pas l'homme qui comptait, mais la conquête, la tension, l'incertitude. Pourquoi cela? Parce que, comme le dit Dostoïevski dans Les Carnets du sous-sol, les êtres humains sont accros à la souffrance. L'homme du sous-sol déclare « Être trop conscient est une maladie, une vraie maladie. » Les femmes comme Nastasia ou Grouchenka ne sont pas mauvaises. Elles sont douloureusement conscientes de leur pouvoir, et cette conscience pervertit leur désir. Elles ne veulent pas la stabilité. Elles veulent le vertige, l'angoisse, le frisson de l'inconnu. Et les hommes, programmés pour croire que persévérer mènera à la victoire sentimentale,
tombe dans le piège avec une régularité tragique. Imaginez cet homme. Il passe des mois à essayer de séduire une femme qui souffle le chaud et le froid. Un jour tendre, le lendemain absente. Il se dit « Si je me base encore un peu, elle comprendra, elle m'aimera. » Mais chaque geste, chaque cadeau, chaque déclaration devient pour elle un carburant, une validation. Elle ne tombe pas amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse de son propre reflet dans ses yeux. Et dès qu'il cesse de nourrir ce miroir, elle l'efface. Ou pire encore, elle recommence à le séduire pour relancer la mécanique du manque. Ce n'est pas une théorie, c'est de la psychologie comportementale pure. Les expériences de Skinner sur le renforcement intermittent le prouvent. Un système de récompense imprévisible engendre l'addiction. Une femme qui alterne l'affection et l'indifférence ne se cherche pas. Elle vous dresse, elle vous conditionne. Mais dans cette noirceur, une lumière faible mais réelle subsiste. Dostoïevski la nomme Sonia. Dans Crime et Châtiment, Sonia incarne un désir féminin fondé non sur la possession, mais sur la compassion. Elle aime Raskolnikov, non pour ce qu'il peut lui offrir, mais malgré ses fautes, ses crimes, son abîme intérieur. Elle voit l'homme, non l'image. Elle ne cherche pas à être vénérée, mais à comprendre, à partager la douleur, non à l'utiliser. Peu d'hommes rencontrent une Sonia, car ils courent tous après une Nastasia. Et la tragédie n'est pas que ces femmes existent, c'est que les hommes refusent de voir la réalité jusqu'à ce que leur cœur saigne. Mais peut-être que le véritable danger ne réside pas dans les femmes qui manipulent, mais dans les hommes qui laissent faire. Ceux qui croient qu'endurer la souffrance est une preuve d'amour. Ceux qui se laissent dépouiller de leur force au nom d'une passion qu'on leur vend comme noble, alors qu'elle n'est qu'une cage dorée. Il existe un moment dans les frères Karamazov que la majorité des lecteurs, surtout les hommes, ignorent ou refusent de regarder en face. Un instant qui pourtant révèle tout. Dimitri Karamazov, homme de passion brutale, tombe éperdument amoureux de Groushenka. Il sait qu'elle joue avec lui. Il sait qu'elle est imprévisible, cruelle, moqueuse. Et pourtant, il rampe, il supplie. Il vend sa dignité contre un fragment d'attention. À un moment donné, il hurle « Je suis une vermine, un scélérat, mais je veux mon bonheur. » Et que fait Groushenka? Elle rit, non de tendresse, non de pitié, mais de mépris. Car voici une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Le désir féminin se transforme en dégoût dès l'instant où un homme abdique sa force. Dostoïevski n'a pas écrit cela comme une fiction, il l'a vécu comme une sentence. Après la mort de sa première épouse, il tombe dans les griffes d'Apollinaria Souslova, une femme dont la froideur rivalise avec son intelligence. Elle le méprise ouvertement, se moque de ses crises d'épilepsie, parade ses amants sous ses yeux. Il reste pourtant attaché à elle, esclave de son rejet. Pourquoi? Parce qu'il a, comme Dimitri, confondu souffrance et amour. Mais la souffrance ne prouve pas l'amour. Elle ne prouve que la faiblesse. Et la faiblesse est la chose que les femmes fuient instinctivement, même lorsqu'elles l'exploitent sans pitié. L'histoire est un cimetière d'hommes qui ont commis cette erreur. Lord Byron, séducteur légendaire, auteur des poèmes les plus enflammés d'Europe, n'a pas été brisé par la guerre ni par la politique, mais par une femme qui ne l'aimait pas. À la comtesse Teresa Guiccioli, il écrit « Je n'existe que lorsque je suis avec toi. Le reste du temps, je suis mort. » Que fait-elle? Elle l'utilise pour son statut, puis le jette lorsqu'un prétendant plus riche arrive. Nietzsche, l'un des plus grands penseurs de la modernité, sombre dans la folie après son humiliation face à Lou Andreas Salomé. Il la demande en mariage. Elle refuse. Elle écrit ensuite dans son journal que sa dépendance l'a dégoûtée. Ces histoires ne sont pas des tragédies singulières. Ce sont des scénarios répétés, des schémas, des inévitabilités.
En 2015, une étude publiée dans Social Psychological and Personality Science démontre que les femmes perdent systématiquement leur attirance pour les hommes qui investissent trop dans la relation, ceux qui sacrifient leurs besoins pour satisfaire les siens. Les chercheurs appellent cela le paradoxe de la générosité. Plus un homme donne, moins il est désiré. Non pas parce que les femmes sont ingrates, mais parce que le désir ne suit pas les règles de la justice. Il suit celles de la polarité. Comme un aimant perd son pouvoir lorsque ses pôles s'effondrent, l'attraction meurt lorsqu'un homme abandonne son autonomie. Dostoïevski l'a compris mieux que quiconque. Dans Les démons, le personnage de Stavrogin est un monstre, froid, manipulateur, amoral. Et pourtant, les femmes se jettent à ses pieds. Pourquoi ? Parce qu'il ne se soucie de rien. Et dans cette indifférence réside une puissance irrésistible. Mais attention, c'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que la solution est de devenir comme Stavrogin, d'imiter la cruauté, de jouer au séducteur sans cœur. Mais ce n'est là qu'une autre forme d'esclavage. Ce n'est pas la liberté, c'est l'inversion du même piège. Le vrai antidote, Dostoïevski le propose dans L'Idiot, avec le prince Mishkin. Il est bon, certes, mais surtout, il est inébranlable. Lorsque Nastasia tente de l'humilier en public, il ne se met pas à genoux, il ne s'énerve pas. Il ne cherche ni à plaire ni à punir. Il refuse simplement de participer au jeu, et dans ce refus, il devient le seul homme que Nastasia respecte réellement. La différence entre Mishkin et Dimitri n'est pas la gentillesse, c'est la souveraineté. L'un mendie l'amour, l'autre est complet sans lui. Alors, comment un homme peut-il briser ce cycle? Le premier pas consiste à reconnaître le piège. Chaque fois qu'un homme poursuit une femme qui le méprise, chaque fois qu'il tolère l'indifférence ou la cruauté, il nourrit le mépris qu'elle ressent pour lui. Le deuxième pas est de maîtriser l'art de partir, pas comme une stratégie, pas comme un jeu, mais comme un refus fondamental de se rabaisser. Le philosophe Arthur Schopenhauer, qui avait vu à travers les illusions romantiques bien avant que le mot « simple » n'existe, écrivait « Devenir indifférent aux femmes est le seul moyen de retrouver sa liberté. » Il ne prenait pas le célibat, il prenait le détachement. Car dès l'instant où un homme n'a plus besoin de l'approbation d'une femme, il devient invulnérable à ses manipulations. Ce n'est pas de la théorie, c'est une vérité incarnée par les hommes les plus redoutables de l'histoire. Casanova, maître séducteur, ne suppliait jamais, il ne promettait jamais d'amour éternel. Son plus grand tour, faire croire aux femmes que c'était elles qui le poursuivaient. Napoléon, qui inspira un amour dévorant à Joséphine, lui écrivait des lettres passionnées. Mais dès qu'elle le trahit, il l'exile sans un frémissement. Ces hommes n'étaient pas aimés malgré leur force. Ils l'étaient à cause d'elle. Mais il existe une couche encore plus profonde, une vérité que Dostoïevski réservait à ses lecteurs les plus attentifs. Dans les carnets du sous-sol, le narrateur lance « L'homme est parfois follement amoureux de la souffrance. » Et c'est là la vérité finale, la plus douloureuse. Les hommes ne sont pas simplement victimes du mépris féminin. Ils y aspirent. Ils désirent le drame, la douleur, les montagnes russes émotionnelles de l'espoir et du désespoir. C'est une addiction. Et comme toutes les addictions, la seule voie de guérison passe par l'abstinence. Mais que se passe-t-il lorsque le désir féminin se retourne contre lui-même? Lorsqu'il cesse d'être une arme tournée vers l'homme et devient un poison qui détruit la femme de l'intérieur. Voici venir la figure la plus tragique de l'univers de Dostoïevski. La femme qui est son propre désir, celle qui se consume non pour aimer, mais pour se punir de vouloir. Car parfois, le désir n'enchaîne pas les hommes, il dévore les femmes. Il y a une scène dans L'Idiot qui hante quiconque la comprend vraiment. Nastasia Philippovna, debout devant une cheminée, saisit une liasse de billets, 100 000 roubles, une fortune, et la jette dans le feu.
Elle regarde les flammes avec un sourire brisé, tandis que les hommes présents s'agitent, se battent à quatre pattes pour sauver ce qu'ils peuvent de l'argent, tels des bêtes affamées. Elle rit, sauvage, détraquée. Ce n'est pas du pouvoir, ce n'est pas du contrôle. C'est la manifestation d'une femme tellement consumée par le dégoût de soi que la destruction devient la seule langue qu'il lui reste pour exister. Dostoïevski n'a pas écrit cette scène pour choquer. Il l'a écrite pour illustrer l'issue inévitable du désir féminin lorsqu'il se retourne vers l'intérieur, quand la fin d'amour devient une fin d'annihilation. Et c'est cela que la plupart des hommes ne voient jamais. La forme la plus noire du désir féminin n'est pas celle qui enchaîne les hommes, c'est celle qui dévore les femmes vivantes. Anna Karénine, chez Tolstoï, en est la parfaite réponse à Nastasia. Elle ne se contente pas d'abandonner mari et enfant pour une passion. Quand cette passion échoue à combler le vide en elle, elle se jette sous un train. Ce n'est pas une fiction, c'est un écho historique. En Russie, au XIXe siècle, le taux de suicide chez les femmes mariées sans amour grimpe tellement que les journaux parlent d'une épidémie de la classe éduquée. Ces femmes ne mouraient pas parce qu'elles étaient faibles, elles mouraient parce qu'on leur avait menti. On leur avait promis que l'amour les sauverait. Et quand ce salut ne vient pas, il ne reste que le néant. Dostoïevski connaissait ce mensonge mieux que quiconque. Sa seconde épouse, Anna Snitkina, de 25 ans sa cadette, était sa sténographe. Elle l'adorait, le sauva de ses dettes, supporta ses crises, sa misère. En retour, il la fige dans ses romans comme une figure douce, soumise, presque effacée, une femme sainte, souffrante. Mais voici ce que peu mentionne. Anna Snitkina était une exception. La plupart des femmes comme Nastasia Filipovna ne trouvent pas un prince Mishkin. Elles trouvent des hommes comme Rogojin, qui les aiment avec un couteau à la main, où elles ne trouvent personne. La psychologie moderne donne un nom à ce phénomène. L'érotomanie borderline autodestructrice. Une étude publiée en 2020 dans Journal of Personality Disorders décrit comment certaines femmes, accablées par un désir instable et intense, déclenchent intentionnellement le rejet afin de confirmer leurs croyances profondes. Qu'elles sont indignes d'être aimées. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autodestruction programmée. Edie Sedgwick, icône des années 60, brûle sa beauté, sa richesse, son corps à l'héroïne pour combler un vide que le regard distant d'Andy Warhol ne fait qu'élargir. Zelda Fitzgerald, épouse du célèbre écrivain, se jette dans les escaliers pour obtenir son attention, puis passe le reste de sa vie en hôpital psychiatrique à écrire des lettres sans réponse. Ces femmes ne sont pas des monstres, ce sont des martyrs d'un monde qui leur a appris que leur seule valeur résidait dans l'obsession masculine. Et quand cette obsession disparaît, c'est leur raison de vivre qui s'effondre. Mais pourquoi? Pourquoi ce désir se transforme-t-il en suicide émotionnel? Dostoïevski, encore lui, répond dans Les Carnets du sous-sol. L'homme est stupide, phénoménalement stupide, c'est-à-dire qu'il n'est pas idiot, mais si ingrat qu'on ne pourrait trouver son pareil dans tout l'univers. Les femmes ne sont pas stupides de désirer l'amour. Elles sont piégées dans une société qui leur répète que l'amour est leur seule victoire possible. Un homme peut conquérir des royaumes, bâtir des empires, se perdre dans l'art ou la guerre. Une femme, son champ de bataille, c'est le cœur. Et quand elle perd là, elle n'a plus rien. C'est cela l'horreur véritable des frères Karamazov. Grouchenka ne tourmente pas seulement Dimitri. Elle se tourmente elle-même. Toute son identité repose sur le fait d'être désirée. Et lorsque ce désir vacille, elle punit tout le monde. Elle se punit aussi. Dostoïevski lui attribue un passé d'abus sexuels dans l'enfance. Il savait que l'autodestruction féminine n'est pas un caprice. C'est une cicatrice. C'est le souvenir vivace d'un monde qui lui a appris trop tôt que son corps est sa seule monnaie d'échange. Alors que doivent faire les hommes?
Si le désir féminin peut être aussi instable, aussi douloureux, la solution est-elle de fuir les femmes, de renoncer à l'amour? Non. La réponse n'est pas dans le repli, elle est dans la lucidité. Il faut reconnaître le piège pour ce qu'il est, pas un jeu, mais une tragédie. Les hommes qui survivent dans l'univers de Dostoïevski ne sont pas ceux qui jouent comme Dimitri, ni ceux qui fuient comme Ivan. Ce sont ceux qui voient clair, ceux qui ne cherchent ni à posséder, ni à sauver, mais à comprendre. Alyosha, le frère silencieux, observe Groushenka sans jugement, sans désir de contrôle. Il ne la sauve pas, il ne la fuit pas, il la voit, tout simplement, et dans ce regard sans attente, il devient le seul qu'elle ne détruit pas. Mais peut-être que le secret n'est pas de comprendre le désir féminin. Peut-être que le véritable pouvoir est de le transcender. Et c'est ici que Dostoïevski cède la place à une vérité plus ancienne, plus redoutable, plus libératrice. Un homme libre n'est pas celui qui rejette le désir, c'est celui qui le maîtrise, celui qui marche dans les flammes sans être brûlé, celui qui aime sans supplier, qui désire sans s'attacher. Le philosophe Nietzsche l'appelait la volonté de puissance. Les stoïciens parlaient d'apatheia, les samouraïs du mushin, l'esprit sans attachement. C'est cette souveraineté intérieure qui sépare l'homme esclave de ses passions de l'homme souverain. Casanova séduisait non pas parce qu'il était esclave de ses pulsions, mais parce qu'il ne l'était plus. Il s'en allait dès qu'une femme devenait trop dépendante, non par cruauté, mais pour préserver sa liberté. Lord Byron écrivait « Le but de la vie est la sensation, sentir que l'on existe, même dans la douleur. Mais la douleur devient souffrance lorsque l'on s'y accroche. Le plaisir devient prison lorsqu'il devient une nécessité. » Une étude de Harvard en 2018 confirme ce que les anciens savaient déjà. Le cerveau ne réagit pas au plaisir, mais à l'attente du plaisir, à l'incertitude, à la tension. C'est pour cela que les hommes qui idolâtrent les femmes finissent misérables. Ils remplacent la joie de la poursuite par le poids de l'adoration. Mais ceux qui restent désirables, ceux qui inspirent l'obsession au lieu de la subir, sont ceux qui vivent dans l'entre-deux. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut pour que le feu ne meure jamais, sans jamais l'éteindre avec la complaisance. Dostoïevski code cette vérité dans l'un de ses personnages les plus mal compris. Svidrigaïlov, dans Crime et Châtiment. Un monstre, selon les standards moraux, mais un homme terriblement magnétique. Il ne désire rien, ni l'amour, ni l'argent, ni même la vie. Quand il se suicide, ce n'est pas par désespoir, c'est par pure indifférence. « Je pars pour un voyage sans destination », dit-il. Voilà le revers noir de la transcendance. Une liberté totale peut ressembler à de la folie pour ceux qui sont encore enchaînés, mais il existe une autre voie. Un chemin entre le désespoir de Dimitri et le nihilisme de Svidrigaïlov. Les Grecs l'appelaient « sophrosiné », la tempérance de l'âme. Vous la voyez chez Alyosha. Vous la voyez chez Miyamoto Musashi, le samouraï qui disait « Ne fais rien qui soit inutile », après avoir connu des centaines de femmes, mais être mort seul, par choix. Ces hommes n'étaient ni froids, ni abstinents. Ils étaient souverains. Et c'est cette souveraineté que tout homme peut atteindre s'il comprend une chose. Le désir est un feu. Il peut réchauffer ou vous réduire en cendres. Tout dépend de la manière dont vous le tenez.